Bienvenue à vous, content de vous retrouver, 47e numéro de Funeste Fred. Alors, sans attendre, oui, le texte d'ouverture, vous allez très facilement reconnaître de toute manière, je donne les références après. Pendant que Ferdinand, les aristocrates et les évêques se querellaient à la diète de Spire, pendant que Ferdinand, les aristocrates et les évêques se querellaient à la diète de Spire, seuls les éléments semblaient être du côté de la chrétienté. Des pluies torrentielles s'étaient abattues, transformant les plaines et les sous-bois en marées glacées, et les Turcs s'obstinaient à progresser dans ce paysage inondé. Ils se noyaient dans les flots des rivières en crue et perdaient de grandes quantités de munitions, de vivres et d'équipements lorsque les bateaux chaviraient, les ponts cédaient et les chariots s'embourbaient. Pourtant, ils continuaient à avancer, poussés par la volonté implacable de Soliman, et ainsi, en ce mois de septembre 1529, les Turcs pénétraient en Europe, enjambant les décombres de la Hongrie, précédés par les Akinjis et pillards qui ravageaient les terres, tels la bourrasque qui annonce la tempête. Tout ceci, Gottfried l'apprit en partie des fugitifs, tandis qu'il faisait avancer son étalon fourbu vers la ville qui était le seul sanctuaire pour ces milliers de personnes à bout de force. Derrière lui, les cieux étaient noyés de flammes, et les cris des victimes massacrées parvenaient faiblement à ses oreilles, apportés par le vent. Il lui arrivait parfois d'apercevoir la multitude de la horde noire des cavaliers impitoyables. Les grandes ailes du vautour battaient horriblement au-dessus de cette terre éventrée et leur ombre recouvrait toute l'Europe. Le fléau surgissait une nouvelle fois des profondeurs bleutées de l'Orient mystérieux. Comme ses frères avant lui, Attila, Subotai, Bayazid, Mohamed le Conquérant. Pourtant, jamais auparavant une telle tempête n'avait menacé de s'abattre sur l'Europe. Ce texte, oui, c'est un fragment. Le récit s'intitule L'ombre du vautour, une histoire, un récit mettant en scène, et c'est le seul de son auteur, du créateur de cette héroïne, Sonia Larousse, Sonia Larouche, orthographiée, oui, orthographié, je précise alors, tout de même Sonyya. Et ce n'est que bien ultérieurement, après le décès de l'écrivain, du créateur Robert Erwin Howard, qu'elle serait plutôt davantage orthographiée Sonja, Sonia, Red Sonia. Oui, L'ombre du vautour, un texte qui fut publié pour la première fois au siècle dernier, en 1934, et qui met en scène, il en a déjà été question, Gottfried, on en reparlera dans le courant de ce numéro. Gottfried, le camarade de Sonia Larouge dans La seule histoire de Sonia Larouge, écrite par Howard, et vous le trouverez dans le recueil, l'édition la plus récente, dans la traduction la plus récente de l'ami Patrice Louinet, chez Bragelonne, et c'était le recueil sorti en 2009 auquel on avait donné le titre chez Bragelonne des Seigneurs de Samarcande. Le voici. Je vous inviterai à être plus qu'attentif à l'illustration de couverture que l'on doit, comme toutes celles dans le bouquin, à Collignon. Oui, c'est Collignon. Illustration et couverture là de Stéphane Collignon, admiré.
J'en parlais avec le camarade Marquis, qui est un satiriste sur cette plateforme YouTube. Si vous le connaissez, j'en parlais avec lui il n'y a pas longtemps, hein, que je tenais tout de même, pour ma part, à montrer, à restituer ce qu'était en vrai de vrai, le véritable, pour ce qui était de l'habillement et de l'armement. De la vraie Sonia, en somme, entendez, dans l'histoire écrite par Robert Ervin Howard en 1934, c'est plutôt correct pour ce qui était de restituer un équipement typique des guerres du XVIe siècle en Europe. Oui, dans le centre de l'Europe, puisque il sera question à un moment donné dans le récit du siège de Vienne par les armées de Soliman le Magnifique. Hein, et oui, c'est un équipement restitué de façon assez crédible dans l'ensemble par l'illustrateur, et nous sommes loin. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui enfilent des bikinis, hein, n'allez pas croire, mais ultérieurement, lorsqu'il sera question d'adapter, bien après la mort de Bob, de Robert, d'adapter Sonia en bande dessinée, dans le 9e art, et plus encore d'en faire une franchise cinématographique, là, oui, on n'hésitera pas à la doter d'un bikini, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, d'un bikini de combat. Est-ce que la chose a jamais existé en dehors des fantasmes de la fiction dans le monde occidental? Je pose la question, un bikini de combat, hein, c'est que le film qui est sorti récemment, le 13 août, je suis allé voir la date exacte, ce film qui est sorti outre-Atlantique, il est sorti aux USA le 13 août dernier. Ce film qui s'intitule Red Sonja, bien sûr, dernière adaptation en date. Je me suis efforcé, oui, je discutais avec le camarade Marquis, ça l'avait manifestement assez impressionné aussi, hein, ce qu'il en était du véritable équipement de la Sonia initiale, et je lui avais posé la question de savoir si ce film était déjà sorti. Il m'avait répondu normalement oui, au moins déjà aux États-Unis. C'était le 13 août dernier. Alors j'ai fait l'effort, je me suis efforcé. C'est le moins qu'on puisse dire d'aller m'informer, hein, de regarder en série des vidéos. Des réactions à chaud au moment de la sortie du film dans le monde anglo-saxon, mais ils étaient pour ainsi dire unanimes. Pour ça, j'ai dû renoncer, j'en pouvais plus, hein, pardonnez-moi peut-être, mais je n'en pouvais plus. Ils en venaient, pour ainsi dire tous à s'interroger sur à poser carrément la question: «Comment ce film a-t-il pu exister?» Je cite, ou alors ils étaient, quand ils n'étaient pas pour ainsi dire unanimes, Heu, mmh, i oui, un film fait vraiment pour dire de faire un film, ou tout du moins un film mettant en scène une femme fait pour faire un film, mettant en scène une femme, une héroïne, et ce qu'il fallait déduire au bout du compte, hein, et je l'ai entendu répéter plusieurs fois aussi, c'est le plus important pour moi, ne restituant en rien le personnage naguère imaginé, par notre écrivain, par Robert Ervin Howard. J'entends dire, que nous en sommes aujourd'hui arrivés à un stade au rythme où vont les choses, où s'agencent les choses, qu'il n'est pas, ou plus scandaleux, de se faire un premier avis, un premier. Je n'ai pas vu le film, mais il ne serait pas, ou plus, et le trailer ne me donne pas envie. Mais à en croire certains, ça n'aurait plus rien de scandaleux de formuler un premier jugement à chaud comme ça sur un film dont on n'aurait rien vu que le trailer.
Je ne sais pas, je m'empresserai d'ajouter en pouvant revendiquer tout de même certains antécédents ou d'assez lourds antécédents aurais-je envie, d'ajouter encore en matière de chronique cinématographique, ce qui n'est pas mon cas. Alors tout ce que oui, tout ce que je me contenterai de dire perso, c'est que le trailer ne me donne pas envie. Pas envie, mais maintenant. Qu'est-ce que le 7e art, au bout du compte, aura restitué de la création, sur un plan d'ensemble, en général, de l'œuvre, de Bob, d'Howard? Et si vous êtes en mesure, car immanquablement je ne peux pas avoir tout vu, hein, n'étant pas spécialement cinéphile, non, hein, je c'est pas la 1re fois, que je dis. Si vous êtes en mesure de m'informer d'adaptations, pas forcément de Conan ou de Sonia, des adaptations, de productions littéraires de Bob que vous auriez jugées, convaincantes, tout du moins concluantes, et il ne faut pas hésiter à ce sera avec plaisir, n'hésitez pas me les transmettre. Maintenant, si je peux me permettre, dans la mesure de mes connaissances fort humbles, nous dirons en vérité, il me semble que le cinéma, là où le cinéaste, il s'appelait Richard Fleischer, dans le deuxième film de la franchise Conan pour le 7e art, et encore pour le film qu'il réalisera par la suite, Kalidor, avec le même interprète, celui qui interprétait Conan dans le film déjà cité, Arnold. Et film Kalidor sorti dans certains pays, il était sorti sous le titre, ça s'était appelé Red Sonja. Et c'était Brigitte Nielsen qui incarnait Red Sonja dans Kalidor. Bon, dans Kalidor, comme dans le second Conan de la franchise Conan le Destructeur, là où Richard Fleischer, qui n'était plus un cinéaste débutant à ce moment, avait plutôt enfermé Conan et l'œuvre de Ward, on dira, dans un concept à destination du très jeune public, pour ne pas dire des enfants. Dans le film, le 1er film, la première adaptation en 1981 de John Milius, là, sans vouloir discuter des qualités intrinsèques, de ce film, un film assurément réussi, hein, et sans rien dire non plus, hein, de son soundtrack, une des meilleures partitions à destination du cinéma, jamais composées. La partition de Polydouris, sans chercher à discuter des qualités, elles sont incontestables, des qualités cinématographiques du Conan le Barbare de 1981. Perso, j'ai toujours eu le sentiment que là, le cinéaste, que John Milius, il nous avait rendu davantage quelque chose, moins l'univers de Bob que celui de Friedrich Nietzsche, du philosophe Friedrich Nietzsche. Oui, déjà avec cette citation d'ouverture pour le film qui s'affichait à l'écran, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je me souviens encore que quelqu'un, ça devait être mon frère aîné, je pense bien, la première fois qu'on avait, après la première diffusion, sur le petit écran dans les années 80, après la première diffusion de ce film, il s'était exclamé, mine de rien, celui qui a écrit l'histoire là de Conan, hein, pour qui a été un tant soit peu attentif, l'histoire de Conan, c'est un peu l'histoire de Jésus, c'est un peu l'histoire de Jésus-Christ, un Christ au profil nietzschéen. Un Christ, un antéchrist, hein, mais dites-vous bien, ce sera tout de même indispensable de rappeler ici que Nietzsche, dans son Antéchrist, il a concentré ses coups sur le christianisme. Il a toujours épargné la personne du Christ, pour sûr. Alors, oui, peut-être bien, hein, dans l'affrontement final, il y a des résonances de ça jusque dans l'affrontement final, dans la séquence de l'extinction des feux.
où on peut songer encore à ce qu'a écrit Nietzsche par bien des aspects sur cette religion, le christianisme introduite dans le monde, allez savoir, pour mettre un terme à la religion, l'extinction des feux en fin de film, ça me fait songer à ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait également, au passage, rappeler que, oui, épingler que ce cinéaste, John Milius, était assez connu sur le plan de ses convictions, alors, pour se rattacher à un courant qui était assez en vogue, je dois dire, fin 70, début 80, à l'époque un peu avant, et au moment de l'accession à la présidence des USA de Ronald Reagan, un courant de pensée anarcho-nietzschéen, anarcho-capitaliste, on voyait assez souvent mention alors de ce genre de choses, et je l'ai déjà raconté, mais je pense que le numéro en question n'existe plus. L'anecdote sur le tournage du premier Conan avec Arnold, sur le tournage, il y avait des petits cons, figurez-vous, c'était déjà pas un bon plan, qui cherchait noise à Arnold Schwarzenegger en raison de certains de ses antécédents familiaux et de propos qui l'auraient tenu en matière d'histoire contemporaine, qu'il aurait tenu à l'époque où il n'était encore qu'un jeune débutant dans le monde du culturisme. Mais bon, il cherchait noise à Arnold, déjà pas un bon plan, et lorsque c'en est arrivé, on était sur le point de voir la chose arriver carrément en face de l'intéressé. Le réalisateur s'est avancé et il a fait cette déclaration. Bon, maintenant, il a commencé par s'exclamer: bon, maintenant, c'est fini, il y en a marre, et s'empressant d'ajouter: dites-vous bien, dès maintenant, s'il y a un fasciste sur ce tournage et assumé, c'est moi. Hein, oui, si vous ne connaissiez pas l'anecdote. Bon, alors, j'aimerais bien revenir à Bob, hein, à Robert Ervin Howard. Lui, il a vécu, écrit dans les années 20 et 30 du siècle dernier, et c'est bien connu, il n'a jamais, à aucun moment, en tout cas, on n'a nulle mention là-dessus, hein, jamais. Il ne s'est montré un seul instant attiré aussi bien par les régimes qui se déployaient alors sur le sol italien ou sur le sol allemand ou dans d'autres contrées, pas davantage pour l'extrême droite américaine d'alors, pas davantage du tout, alors que, mettons, quelqu'un qui n'aurait qu'une connaissance, on est bien d'accord, hein, quelqu'un qui n'aurait qu'une connaissance absolument superficielle, fondée uniquement sur des a priori, des apparences, le cas échéant, trompeuses, une connaissance seulement superficielle de l'univers d'Howard, et qui se surprendrait à innocemment vouloir associer son esthétique d'ensemble des guerriers chevelus et consorts à, oui, de renvoyer cette esthétique, ces héros-là, à un certain contexte d'histoire contemporaine. Peut-être, oui, se risquerait-il à s'aventurer dans cette direction, de rapprocher ça de ce qu'on a dit, des régimes auxquels nous avons fait allusion. Et non, du tout, c'était pas du tout son truc. On n'a pas connaissance qu'il y ait jamais eu de réelle, de manifeste préoccupation pour la politique de son chef, ou alors très peu. Je vais y revenir un peu plus loin dans les derniers temps. Mais très peu, contrairement à son contemporain, ami et correspondant, ils ne se sont jamais rencontrés, hein, en présence effective, contrairement à certaines légendes qui circulent. Si on vous dit que, ça leur arrivait de se rencontrer, ce sont des couilles, et des couilles, m'empresserais-je ici d'ajouter, du genre on ne peut plus, pour couilles, absolues. Oui, contrairement, je voulais dire contrairement à son ami et correspondant Lovecraft,
Et Lovecraft, il faudra, vraiment, ces derniers temps à lui, la dernière année, mettons, pour qu'il commence à revenir sur son admiration, pour Adolphe, sur, ce qu'on a vu comme son Hitler Romani quand oui, il s'est mis à déclarer, que c'était, tout au plus un clown, mais un honnête clown. Fin de citation, d'Howard Phillips Lovecraft, sur Adolphe. Oui, il a vraiment fallu les derniers temps, pour qu'il commence à marquer un petit peu de recul et contrairement à Howard où il y a, pas mal d'apparences qui peuvent, jouer dans ce sens, oui, l'Américain du Sud, profond, au profil, assez, sauvage de cow-boy ayant confié des fois, avoir des rapports avec la force et la violence pas, toujours très nets, et qui aurait inspiré, cette terreur aux femmes, dit-on, quand on assemble, oui, quand on assemble tout ça, toutes ces apparences et c'est pourtant bien le gentleman de Providence, tiré à 4 épingles au profil d'américain intello à fond la caisse qui, s'était laissé séduire politiquement, idéologiquement, par ce genre de choses, pour en revenir au cinéma, s'il avait vécu, s'il lui avait été donné à Bob de vivre au moins jusque dans les 70, les 80 ans, je sais, on dit que vu son caractère, lui et son œuvre, son caractère météorique, son caractère d'urgence, d'écriture, faite dans l'urgence, palpable à chaque instant, chez lui, dans ses écrits, il n'aurait pas il n'aurait pas pu s'adapter. On n'imagine pas un Bob, à partir d'un moment se retirant, fortune d'auteur faite, se retirant dans son ranch et continuant paisiblement à sortir son livre, tous les ans ou tous les 4 ans, tous les 5 ans à partir, d'une époque vivant, oui, peinard dans son ranch avec sa petite famille, son bétail, tout ça, sortant de temps en temps un livre pour procéder à des travaux, des agrandissements de son ranch, de sa propriété, le cas échéant. Impossible, impossible, heu, rapporte-t-on le plus souvent, c'est l'avis du plus grand nombre qui se sont intéressés à son parcours. Oui, c'est l'avis qui revient le plus souvent. Impossible de conceptualiser un Bob, comme ça, mais s'il avait vécu jusque dans les 70, 80 ans, on ne sait pas après tout, on ne peut pas se prononcer à 100. Si sa maman n'avait pas été aussi mal, s'il, ne s'était pas séparé, quasi simultanément de sa copine, oui, sa seule qu'on lui connaît, de Léontine, si tout ça s'était passé autrement, s'il ne nous avait pas faussé compagnie en juin 36, est-ce qu'il aurait influé, s'il en avait eu la possibilité bien sûr est-ce qu'il aurait, exercé son ascendant, aussi bien sur les franchises en BD? Est-ce qu'il aurait déjà laissé faire, s'il en avait eu la possibilité? Le pouvoir, est-ce qu'il aurait laissé faire ces diverses franchises, notamment dans le 9e art et partant, et plus tard pour les films, mmh, hein, il n'aurait eu que 75 ans, 65 ans au moment du tournage du premier film avec Arnold Schwarzenegger. Comment aurait-il influé? Qu'est-ce qu'il en aurait, pensé? Tout tout ce que je m con oui, pour conclure, je n'ai jamais réussi à me convaincre que Howard, sans rien noter encore une fois aux qualités du film,
du film de John Milius, de Conan the Barbarian. Sans rien noter aux qualités de ce film-là, je ne sais pas si Bob avait pu, comme Philippe Cadic sur Blade Runner, se rendre sur le tournage du film de Milius, je ne pense pas qu'il aurait réagi, que sa réaction eût été similaire à celle de Philippe, de Cadic sur le tournage de Blade Runner, et lorsqu'on lui a montré les premiers tests, hein, les rushs. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, et il s'est tourné vers le cinéaste, vers Ridley Scott, en lui disant: comment t'as fait pour lire dans ma tête, pour voir dans ma tête, pour voir mon œuvre. Je ne suis pas certain qu'Howard aurait réagi, non, je ne suis pas certain qu'il eût réagi tout à fait de la même manière sur le tournage du film de Milius, mais c'est mon avis qui vaut encore une fois ce qu'il vaut, hein. Alors, vous avez déjà vu la couverture, c'est dans ce recueil édité en 2009 chez Bragelonne. Ça fait partie de la dernière intégrale en traduction française d'Howard. Très très bonne édition chez l'éditeur Bragelonne. Alors ils avaient sorti avec l'unique histoire de Sonia. Vous avez entendu un fragment du début du récit tout à l'heure en ouverture de notre numéro. Eh bien, nous clôturerons avec la première séquence mettant en scène, oui, l'introduction, l'arrivée dans le monde de la littérature, l'arrivée dans le monde de la fiction, la première séquence du récit, l'arrivée dans le monde de la fiction de la camarade Sonia, en fin de numéro. Alors c'était Sonia, elle était dans Le Seigneur de Samarcande, et je vais vous lire une poésie avant de vous parler un petit peu d'une autre héroïne, Sonia n'étant pas été la seule. Bon, si vous êtes amateur de Bob, je ne suis pas venu vous prendre pour des idiots, mais pour des amis qui, le cas échéant, n'auraient pas encore, oui, mettons, n'auraient pas encore lu Howard, ou pas encore été bien loin dans la lecture de Bob, hein. Sait-on jamais? Je vais vous lire une poésie qui est tirée d'un recueil. Il doit être dur à trouver en bouquinerie, jamais réédité, pas inclus, pas encore dans l'intégrale de Bragelonne. Le recueil Chants de guerre et de mort, je vous l'avais montré dans un numéro où nous étions déjà rendus dans l'état où vécut Howard le Texas, dans son cher Texas. Alors, je vous avais lu déjà des poésies dans ce numéro-là, un numéro qui était parti des 75 ans de Billy Gibbons, le guitariste texan lui aussi de ZZ Top, et dans Chants de guerre et de mort, dans le recueil de poésie de Bob, j'ai choisi de vous faire lecture aujourd'hui, si ça vous dit, d'un de ces poèmes que je préfère, les voix évocatrices de souvenirs. Oui, les voix évocatrices de souvenirs. La traduction française, nous la devions à feu Monsieur François Truchot. Les ombres noires et aveugles tendent des bras inhumains pour me saisir et m'attirer à nouveau vers les ténèbres. Le lugubre vent de la nuit me suggère des mots sans nom, et vers le bas de la colline enténébrée, un vague refrain apporte des spectres à demi oubliés pour hanter mon âme. Tel le hennissement lointain du poulain du cauchemar. Mais laissez-moi fixer mes yeux ombrés par des fantômes sur les étoiles, point blême de lumière argentée. Voici la frontière. Ici se trouve la raison. Là-bas, visions et griffons, le néant et la nuit.
Arrière, rouge spectre, arrière, et cessez de me torturer. Disparaissez, loup de l'enfer. Ô Dieu, mon cœur palpite. La nuit devient féroce et aveugle, et rouge et brûlante, et toujours plus proche bat un tambour sinistre et obsédant. Je ne regardais pas vers les ténèbres. Non, les étoiles accrocheront et retiendront mon regard éperdu. Pourtant, même dans les étoiles, grandissent de noires visions, et des dragons se tordent aux yeux d'airain et de braise. Ô Dieu, qui me frappez de cécité par votre malédiction et me laissez voir les formes abominables derrière toutes les voiles du dehors qui recouvrent l'univers, les odieux sortilèges démoniaques qui emprisonnent et aveuglent, puisque même les étoiles sont nocives. Puisque même les étoiles sont nocives, impures et funestes. Laissez-moi me gorger tout mon soul des rêves souvenirs de l'enfer. Robert Ervin Howard, les voix évocatrices de souvenirs. Dans le recueil, je le remontre furtivement, je le remontre. Allez visionner si ça vous dit, je le mets en lien en fin de vidéo, le numéro autour de Billy, où il était question que je lisais également du Bob. L'autre héroïne, oui, Sonia n'a pas été la seule, mais les deux plus célèbres, il y a Sonia et il y a Sonia, c'est la vraie Sonia. Mettons la Sonia telle qu'imaginée, la Sonia initiale, celle de Bob. Elle vit au XVIe siècle, ou si vous préférez, au siècle de la Renaissance. Et l'autre, Agnès, Agnès de Chastillon, dite aussi Agnès la Noire, au tournant, il me semble, des XIVe et XVe siècles, dans le Moyen-Âge français contemporain de la guerre de Cent Ans. Et tous les récits la mettant en scène, elle, Agnès de Chastillon, Agnès la Noire, ont été regroupés quelques années plus tard dans un volume ultérieur de l'édition Bragelonne, Agnès, oui, et il s'intitulait comme ça, Agnès la Noire. Agnès Lanoire, également dessinée par notre Stéphane Collignon, et une autre vision d'Agnès par Stéphane. Et là aussi, on s'autorisera à dire que c'est dans l'ensemble assez crédible sur le plan de l'habillement, sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'équipement, de l'armement d'ensemble. Mm. Alors, oui, je ne sais pas si parler d'un auteur féministe au sujet de Ward, dont nous sommes déjà attardés sur, oui, l'aspect de ses convictions, ou plutôt de l'absence chez lui, apparemment, de convictions politiques tout au long de son parcours. Hein, c'est clair qu'Howard, je dis toujours, c'est clair qu'on ne va pas le mentionner, on ne va pas prendre pour habitude dans l'histoire des idées de le citer à la suite de Brecht ou d'Aragon, c'est clair, ce serait sot. Mais je dis toujours Robert Ervin Howard, pour un Américain de son époque ayant vécu dans le, oui, dans le contexte de son temps, forcément, et il n'aurait pas pu faire autrement, influencé par, oui,
par son milieu et par son époque, je dis toujours Bob, un écrivain dans l'ensemble aussi peu raciste et aussi peu réactionnaire que possible. Voilà, je dis toujours ça ici dans un sens comme dans l'autre. Ça ne vous arrange pas, tant pis. Eh bien, de la même manière que ce serait sot de le mentionner à la suite de ce genre de profil philosophique, je ne sais pas s'il faudrait s'avancer à aller jusqu'à voir en lui un auteur féministe, mais peut-être bien que, bon, Sonia, c'est l'héroïne badass qui a l'esprit d'équipe, le sens du bon mot, de la répartie, c'est clair, mais s'il y a quelque chose de plus étoffé, pour ce qui relèverait d'un profil davantage dans ce sens, davantage féministe, alors oui, dans l'histoire d'Agnès, puisqu'on voit une jeune femme au départ qui ne veut pas épouser un homme qui n'a pas ses faveurs et qui se rebelle, qui va foutre le camp. On sera d'ailleurs assez frappé, mais ça fait peut-être partie aussi des lois du genre, d'un certain genre épique et de ce qui deviendra avec le temps l'héroïque fantasy dont Bob, et pas que lui, aura fourni pas mal de clés, pas mal de bases, pour ne pas le rappeler, hein, pas mal de clés, hein, et ça fait peut-être partie des lois du genre. On sera assez sidéré par l'aisance et la rapidité avec laquelle elle va acquérir notre Agnès, son aisance dans le maniement des armes, hein. Oui, on sera peut-être surpris par ça, mais oui, si vraiment on cherche un profil davantage dans ce sens, hein, de rébellion, de féminisme, allez plutôt dans le sens des récits franchement très très bons d'Agnès. Et en plus, dans le recueil, rien à voir avec Agnès, hein, c'est une toute autre création de Bob, mais dans le même recueil, dans le recueil d'Agnès, vous avez Cormac McCart, un de mes héros favoris, vous l'avez saisi, un de mes héros favoris de Bob, Cormac McCart, qui lui mène des enquêtes assez musclées, il va sans dire, en faisant équipe pour ses investigations. Bon, là, c'est Sherlock Holmes, c'est le docteur Watson. Cormac McCart est un chef viking. C'est franchement génial. Les récits de... Donc, si vous voulez ouvrir avec quelque chose qui n'est pas Conan, qui n'est pas du Conan, ou qui n'est pas non plus du Sonia. Si vous souhaitez ouvrir avec Howard, je pense que le recueil d'Agnès Lanoire fera très bien l'affaire. Et je me souviens que je suis entré d'ailleurs, je ne dirais pas dans la carrière, mais on pourrait dire ça dans Howard. La première fois, c'était aux côtés, c'était des aventures de Cormac. Oui, si j'ai bonne mémoire, c'était en compagnie de Cormac McCart. Je vous ai montré Agnès Lanoire et je pense qu'il est révolu le temps, en tout cas pour sûr. Je n'ai plus été confronté depuis un... Et merci à tous les dieux pour ça. Je n'ai plus été confronté depuis un joli paquet d'années à ce genre de réaction. Nous parlions déjà de certains types d'a priori tout à l'heure pour qui n'aurait qu'une connaissance superficielle de l'œuvre de Ward par rapport à certaines associations avec des contextes d'histoire, des associations qui seraient assez bateaux, assez faciles. Bien entendu, je l'ai souligné, hein, et au sujet toujours de ces a priori, ça fait un joli paquet d'années que je n'ai plus été confronté à ce genre de réaction. Vous savez, ce type d'attitude, de réaction envers ce genre de littérature davantage grand public, plus populaire, nous dirons, et plus populaire, je dois le reconnaître, qu'une bonne partie de ce dont nous traitons, hein, vraisemblablement de ce dont nous traitons dans notre
modeste magazine, hein, c'est un signe indicateur d'usurpation sur le plan du statut revendiqué du statut d'intellectualité revendiqué et se rencontrant volontiers au sein des hiérarchies éducatives. Oui, des réactions où on prend vraiment de haut, ce genre de littérature. «Ah, tu lis du Conan? Ah, c'est celui qui est toujours gentil et qui gagne toujours à la fin. Alors c'est con ton Conan!» Hein, ça leur vient, pas même à l'esprit que si on a pu arrêter son choix sur ce genre de littérature, hein, et lorsque vous avez affaire à un interlocuteur qui n'est pas sans ignorer, vos antécédents, oui, ce que vous pouvez nourrir comme attache, sur le plan littéraire, voilà, ça leur vient pas même à l'esprit que tout compte fait, il peut y avoir, autre chose là-dedans, hein, voilà, sans entrer dans le détail et qu'il peut y avoir autre chose dans ce genre de littérature. Plutôt que de prendre ça directement de haut, voilà, non, ça fait pas partie de la famille, hein. C'est quoi leur famille, déjà? À ceux-là? Je sais pas trop. Alors c'est révolu depuis un bon moment et je posais la question: «Est-ce qu'Howard, oui, beaucoup pensent que non, il était pas fait pour s'adapter un certain mode de vie, surtout en tant qu'auteur ayant réussi et devenu, auteur célèbre, auteur ayant pignon sur rue, une certaine influence et peut-être même, aller savoir, à partir d'un moment à la tête d'un véritable empire financier. Si ça se trouve, autour de ces différentes créations et ce que j'ai pas dit à l'adresse de ceux qui, autour de vous, pourraient prendre de haut ce genre de littérature, il n'y a qu'un seul personnage où franchement, Howard à son sujet disait, non pas qu'il était un peu con, un peu débile, mais qu'il n'aimait pas trop réfléchir au bout du compte parce que ça pouvait le fatiguer, c'était Conan. Mais, Conan à la base, car Conan, au départ, pour assurer sa survie, il est voleur. Oui, profession voleur. Il va voler des objets précieux dans des temples, dans ce genre d'endroit et je crois que pour se lancer dans ce genre de carrière, il fallait tout de même en avoir un peu dans la caboche, de la ruse, oui, être assez prévoyant. Donc du coup, pour ce qui il avait pas le choix, il lui fallait s'adapter, graduellement et il le fait. Il s'adapte aussi bien comme voleur que dans ses aventures ultérieures et il va si bien s'adapter aux différents milieux dans lesquels il va évoluer, il va intervenir, il va combattre et qu'il sera vers ses 60 piges, Conan, en mesure de diriger un royaume. Il sera roi d'Aquilonie, ce qui correspond sur la carte, lorsqu'on la juxtapose à la carte de l'Europe, du continent européen présent, le continent iborien, l'univers iborien d'Howard, l'Aquilonie howardienne, ça correspond à la France. Donc comprenez, il devient roi de France, Conan, à la fin. Hein, roi d'Aquilonie. Vous me direz peut-être que ce n'est plus difficile de nos jours pour accéder au plus haut poste dans l'Hexagone. Oui, c'est plus difficile, comment on va dire, voilà, d'être un peu moins con que celui qui ce poste, l'occupe à l'heure actuelle, hein. Oui, vous pourrez venir me le dire aisément ça, c'est clair. Mais voilà, le seul personnage qu'il a vraiment créé à la base dans cet esprit, c'était Conan et qui était, il faut bien le dire, une création tout à fait commerciale d'Howard. Hein, il avait fait ça pour venir en aide à ses parents, à son père qui était tout bib au moment de la grande crise. Oui, son père, dans leur patelin à Cross Plain, ça se trouvait dans le centre du Texas, il avait perdu la moitié de sa clientèle et Howard s'était dit: «Je vais créer
un personnage, je vais faire quelque chose de davantage commercial, une série d'actions comme ça beaucoup plus axée, hein, et qui pourrait viser, il avait vu juste, viser une rentabilité un peu plus effective, un peu plus direct, hein. C'est dans ces conditions que le personnage de Conan a été créé, hein. Je vous ai dit aussi l'esprit du personnage, le seul chez Howard comme ça, et ce que je viens de rapporter n'enlève rien non plus sur le plan qualitatif au récit de Conan écrit par Howard, je dis bien à ceux écrits par Howard, hein, je ne parle pas des continuateurs. On pourra y revenir un autre jour et on s'achemine tout doucement vers la clôture de ce numéro et la question toujours de, oui, est-ce qu'il se serait adapté? Est-ce qu'il aurait pu, malgré tout, d'une certaine manière, s'il n'avait pas traverser ces épreuves terribles, si ces épreuves ne s'étaient pas accumulées, juxtaposées à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait se représenter jusqu'à un Bob serrant la main d'Arnold Schwarzenegger sur le tournage de Conan the Barbarian en 1981. Oui, une photo où on les verrait tous les deux se serrant la main sur le tournage. Hmm. On peut toujours rêver, hein, on n'en sait rien dans le fond, mais là, je suis bien obligé tout de même de revenir à certaines de ces déclarations. Permettez, il faut que je retrouve mon cahier rouge. Ici, j'ai pris note entre autres de ça, qu'il avait écrit et que vous avez entendu déjà dans notre émission tout à l'heure, dans le poème. C'est pas dans le cahier, c'est dans le bouquin. Pardonnez-moi. Oui, il y avait cette phrase au sujet au sujet de la raison, ici, quand il disait, oui, c'était pas dans les voix évocatrices. Si, c'était dans les voix, pardon encore, c'était dans les voix évocatrices ça va, on est dans les temps pour notre numéro, c'est tout juste bien, dans les voix évocatrices de souvenirs, Bob écrivait tout de même, hein, et je reviens, j'ai bien soin de revenir sur ce passage-là. Il disait, il écrivait sur les étoiles, il venait de dire les étoiles, point blême de lumière argentée, et puis tirez, voici la frontière. Si vous êtes déjà intéressé ou avez déjà un peu étudié, vous savez à quel point ça revient, c'est thématiquement parlant dans la littérature américaine, ce thème de la frontière, déjà. Et lorsqu'il écrivait sur les étoiles, point blême de lumière argentée, voici la frontière. Ici se trouve la raison. Voici la frontière. Ici se trouve la raison. Et il écrivait aussi une autre poésie dans le même recueil, qu'on trouvera dans le même recueil, cet autre passage qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours mis à part lorsque j'étais amené à un passage que j'étais toujours amené d'une manière ou d'une autre à ressortir lorsque je faisais comme aujourd'hui quelque chose autour de Bob. Ne me cherchez pas, ne me cherchez pas. Je suis parti à... ne me cherchez pas, je suis parti à la rencontre du jour. Ou encore, là c'est dans le poème Récompense, ces trois vers. Oui, ces trois vers qui me semblent franchement
significatif que vous vous joindrez, hein. Je ne vais pas le répéter encore une fois, ce fragment sur la frontière, mais dans votre tête, après ce que je vais vous lire, vous l'ajouterez une dernière fois dans votre tête, vous ferez la somme et vous vous demanderez dans le fond, est-ce qu'il était fait? Est-ce qu'il était fait pour vivre jusque dans les années 80 ou plus loin encore du siècle dernier, notre ami? Alors, les trois vers ici, j'ai suivi, pardon, je n'ai pas vu, ça commençait comme ça, je n'ai pas vu le visage de Pan. Je n'ai pas vu le visage de Pan et je ne me suis pas moqué de la fuite éperdue des dryades. Je n'ai pas vu le visage de Pan et je ne me suis pas moqué de la fuite éperdue des dryades, mais j'ai suivi un homme aux yeux noirs à travers un désert balayé par le vent. Je ne suis pas mort comme les hommes peuvent mourir, et je n'ai pas péché comme les hommes ont péché. À vous de voir. Et si on s'aventure dans ce qu'on peut appeler la partie présentation, la partie critique du volume Le Seigneur de Samarcande, hein, il y a une partie de présentation aussi très, très intéressante dans celui d'Agnès Lanoire, mais ici, bien sûr, pour clôturer notre numéro, on retourne dans Samarcande, Le Seigneur de Samarcande, où il y a l'ombre du vautour. Nous allons clôturer avec l'ouverture de l'unique aventure d'Howard, jamais écrite par Howard, de Sonia. On va terminer avec ça. Et dans le texte de présentation du bouquin, on revenait aussi sur cet aspect crise du début des années 30. C'est dans ce contexte-là aussi, nous dit-on, que Howard a créé Sonia. De la même manière qu'il avait créé Conan pour donner un coup de main à ses parents. Et c'est quand il a vu que, oui, certaines revues pour lesquelles il t'a fait venaient de rendre l'âme, sous l'effet de la crise des revues dans lesquelles il publiait ses textes, hein. Donc, oui, certains de ses distributeurs lui faisaient défaut et il a dû accélérer son rythme de production, lui qui, depuis un moment, avait très envie de se consacrer davantage à de l'historique, mais comprenez, historique, romanesque, mais avec une trame sérieuse. On ne peut mieux, comprenez, on ne peut mieux documenter. Et ayez à l'esprit, oui, tout de même, je n'insiste pas même sur un Américain vivant dans le Texas profond de l'époque, de manière assez retirée, ayez surtout en tête un monde sans l'internet, sans nos, il y a une centaine d'années, sans nos technologies, nos moyens de communication habituels. Et oui, faute de pouvoir prendre le temps de bien se documenter, de rédiger ces récits à trame historique qu'il avait en tête, qu'il avait rêvé. Et il avait bien été obligé à un moment de se tourner vers des productions d'action, d'aventure, mais toujours sur fond historique. Ici, les Turcs en Europe, avec les Turcs en Europe au XVIe siècle, et celles et ceux qui leur résistent. Voilà le contexte, comme ça, je pense qu'on a pour ainsi dire rien oublié pour ce qui nous intéressait présentement. Je veux dire, dans le cadre de ce numéro, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas interdit de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos productions à venir, de mettre un like, d'aller visionner si celle-ci vous a bien plu, d'aller en visionner une autre et puis encore une autre à petite dose en faisant ou en ne faisant pas pause, comme vous voulez. Pour nos précédents funestes Fred, si vous souhaitez aller y voir, ne serait-ce qu'un petit peu. Merci à vous de m'avoir suivi. Et le début, pas le début,
de l'ombre du vautour, non, mais la première séquence mettant en scène Sonia, hmm, c'est franchement... Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que... mais on y reviendra dans un autre numéro, hein. S'il lui avait été donné de vivre plus longtemps, à défaut de se politiser, entre guillemets, Howard, il avait déjà commencé, hein, pour ce qui était de s'ouvrir, de sortir un peu de son ghetto, toujours entre guillemets, bien sûr, de son ghetto iborien, mythologique, d'héroïque fantasy, nordique, celtique, iborien, tout ce que vous voulez, hein. Si vous le connaissez, vous aurez saisi sans problème pour ce qui était oui, au bout d'un moment, sortir de ce monde-là pour s'ouvrir davantage aux réalités du monde contemporain. Et il avait commencé à se tourner assez vers certaines dimensions de l'actualité, du contemporain, de son pays, de son Texas. Et on peut déjà, je n'en ai pas parlé, je le mettrai également en référence. Dans les références, en partie description, on peut déjà s'en faire une première idée de ce que ça aurait pu donner chez lui par la suite. Cet intérêt en germe est déjà croissant pour ces thématiques-là. Autour de son pays, de son État, vous irez lire Les Ombres de Canaan. Oui, qui est peut-être le meilleur de l'intégrale chez Bragelonne, Les Ombres de Canaan. Et peut-être qu'après, certains d'entre vous viendront me dire, ce n'est pas exclu qu'il leur aura été donné de lire, si ça se trouve, sur le sud américain, le sud des États-Unis, comme cela ne leur avait pas encore été donné de lire. Voilà, des textes comme il ne leur en avait pas encore été donné de lire là-dessus. Alors, Sonia, l'histoire de Sonia, oui, c'est un peu, Fredo, c'est un peu plus loin dans le volume. Illustration. Oui, on est loin des bikinis, oui, des bikinis de combat, tout de même. Le siège, on y va. C'est le quatrième chapitre de l'histoire de Red Sonja, ou de l'ombre du vautour. Le siège débuta. Dans un rugissement des canons, accompagné du sifflement des flèches et des détonations fracassantes des mousquets. Les janissaires investirent les faubourgs en ruine, où les pans des murs encore debout leur offrirent un abri. Ils avancèrent en ordre de bataille, juste après l'aube, sous le couvert de troupes irrégulières et d'une volée de flèches enflammées. Sur l'une des tourelles de la muraille menacée, Gottfried van Kalmbach. Gottfried van Kalmbach appuyait sur sa grande épée et triturant machinalement sa moustache, suivi du regard un canonnier transylvanien que l'on évacuait des remparts, sa cervelle s'écoulant lentement d'un trou à la tête. Un mousquet turc avait parlé trop près des fortifications. L'artillerie légère du sultan aboyait comme une meute de chiens au jappement grave, faisant voler en éclats des portions du mur d'enceinte. Les janissaires avançaient, posaient un genou à terre avant de faire feu, puis rechargeaient leurs armes, tout en reprenant leur progression. Des boulets de canon s'abattaient sur les morlons et ricochaient dans les airs en sifflant rageusement. L'un d'eux s'écrasa sur le haubert de Gottfried, lui arrachant un furieux grognement de douleur. Se tournant de nouveau vers le canon abandonné par ses servants, il aperçut une silhouette incongrue. Il aperçut une silhouette incongrue penchée sur l'imposante culasse. C'était une femme, et von Kalbach n'avait jamais vu quiconque habillé de la sorte.
même parmi les élégants du royaume de France. Elle était grande, superbement bâtie, avec une silhouette pourtant élancée. Dessous son casque d'acier s'échappaient de longs cheveux rebelles qui tombaient sur ses épaules charpentées en une cascade d'or roux qui étincelait au soleil. Ses grandes bottes en cuir de Cordoue arrivaient à mi-hauteur de ses cuisses, enveloppées d'un pantalon bouffant. Elle avait rentré sa légère côte de maille de fabrication turque dans son pantalon. Sa taille souple était enserrée par une ceinture en soie verte, dans laquelle était passée une paire de pistolets et une dague, et d'où pendait un long sabre hongrois. Une cape écarlate jetée négligemment sur ses épaules complétait son accoutrement. Cette silhouette étonnante se penchait sur le canon et la façon dont elle ajustait son tir démontrait son expérience en la matière. Elle visa un groupe de Turcs qui manœuvraient un chariot à canon tout juste à portée de tir. Hé, Sonia Larousse s'écria un homme d'armes en agitant sa pique. Fais-leur en baver, ma fille. Fais-moi confiance, compagnon, répliqua-t-elle, tout en approchant la mèche enflammée de la lumière du canon. Même si j'aurais préféré avoir Roxelana pour cible. Une formidable détonation noya le reste de ses propos en un nuage de fumée, aveugla tous ceux qui se trouvaient sur la tourelle. Le terrifiant recul du canon surchargé projeta la jeune femme en arrière et elle tomba sur le dos. Elle rebondit instantanément sur ses pieds, tel un ressort qui se détend, et se précipita sur le créneau, regardant avidement à travers la fumée. Celle-ci se dissipa, découvrant les cadavres ensanglantés des canonniers. Le boulet de canon, plus gros que la tête d'un homme, s'était écrasé en plein milieu des artificiers, affairés autour du sacre. Ils gisaient à présent sur le sol crevassé, leur crâne fracassé par l'impact et leur corps mutilé par les fragments de métal projetés par l'explosion de leur engin. Un concert de cris de joie s'éleva des tours. La femme que l'on appelait Sonia Larousse poussa un hurlement de joie sincère et esquissa les pas d'une danse cosaque. Gottfried s'approcha, admirant ouvertement le superbe arrondi des seins de la jeune femme sous la légère côte de maille et les courbes de ses hanches larges et ses membres ronds. Elle se tenait debout comme un homme, jambes ancrées dans le sol et pouces enfoncés dans sa ceinture, mais tout en elle respirait la femme. Elle était en train de rire lorsqu'il surgit face à elle et il remarqua avec une certaine fascination les étincelles dansantes qui brillaient au fond de ses yeux aux couleurs changeantes. Elle repoussa en arrière ses mèches rebelles d'une main noircie par la poudre et il s'émerveilla du teint clair et rosé de sa chair ferme, là où elle n'était pas salie. Pourquoi disais-tu que tu aurais aimé avoir la sultane Roxelana pour cible, ma fille? S'enquit-il. Parce que c'est ma sœur, cette traînée, répliqua-t-elle. Merci à vous et à bientôt.